Alors, explosion de violence, je ne pense pas. Les accords qui ont été signés il y a 30 ans étaient justement destinés à mettre un terme à ces flambées de violence qui ont causé plus de 70 morts en quelques années sur le territoire, ce qui ramenait à la population est très très important, pour sortir d'un climat de guerre civile, qui était le réel climat qui régnait à l'époque en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il va falloir faire attention, effectivement, comme vous le disiez, avec le résultat de ce vote, qui est connu, aussi saugrenu que ça puisse paraître, et dont l'officialisation, effectivement, pourrait donner à certains l'envie de triompher et pourrait éveiller chez d'autres un sentiment d'amertume, un sentiment de défaite. Il y aura toujours, de chaque côté du spectre politique, des gens pour agiter ce résultat et essayer de tirer les marrons du feu, puisqu'il y a une autre élection qui se profile derrière le référendum. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler et qu'elle a un rôle très important. Une question de Stéphane Robert. Pourquoi est-ce que le résultat est aussi certain? Pourquoi est-ce qu'il est connu? Parce que le rapport de force électorale est connu. La lecture des précédents scrutins a amené un certain nombre d'enseignements qui vont tous dans le même sens. La liste électorale référendaire, qui est donc une liste électorale spéciale, accueille 46% de Kanaks. 46% de Kanaks, même s'ils votaient tous pour l'indépendance, ce qui ne sera pas le cas, ça ne ferait jamais un vote positif en faveur de l'indépendance. Alors, il y a une liste électorale spéciale qui a été mise en place. Tout le monde ne vote pas à ce référendum. Il y a une population de 290 000 habitants en Nouvelle-Calédonie. Il y a 174 000 personnes seulement qui sont inscrites sur ces listes électorales pour que seuls ceux qui sont installés depuis longtemps et durablement en Nouvelle-Calédonie votent. C'était le but. Est-ce que ça génère des tensions et des frustrations? Alors, pour préciser effectivement ce que vous venez d'évoquer, il y a 35 000 personnes qui habituellement votent pour les élections municipales, les élections législatives, présidentielles, et qui se trouvent privées du droit de vote pour le référendum et également pour les élections provinciales, locales. C'est une situation qui est effectivement assez compliqué à vivre lorsqu'on veut s'exprimer, lorsqu'on veut apporter son suffrage, qui concerne un territoire sur lequel on vit, sur lequel on a établi une famille, peut-être fondé une entreprise, où on paie des impôts. C'est une situation particulière. Néanmoins, les Calédoniens, et même les Calédoniens les plus récents, sont conscients que lors de la signature de ces accords, la question du corps électoral était fondamentale. Il était impensable pour les indépendantistes de ne pas avoir de garantie qui leur permette d'éviter un afflux d'électeurs en provenance de métropoles dont on aurait facilement imaginé qu'ils se seraient prononcés contre l'indépendance. Donc ça, c'est acquis, c'est compris. Ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre. Bien entendu, c'est pas facile à vivre. Est-ce que le vote sur l'indépendance est perçu comme encore aujourd'hui une possible revanche sur la colonisation, ou est-ce qu'on a dépassé ce stade-là? On a entretenu, en tout cas, l'idée de la revanche. Mais en même temps, il est absolument impossible de ne pas prendre en compte la colonisation. La population kanak, on lui a pris sa terre, on lui a pris ses croyances, on lui a pris sa liberté, on lui a dit ce qu'il fallait penser, on lui a dit quel Dieu il fallait révérer, on lui a dit comment il fallait s'exprimer. En gros, on lui a interdit de vivre alors qu'elle avait une tradition ancestrale de plusieurs millénaires. Le droit de vote pour les Kanaks, c'est il y a 60 ans. Vous imaginez, c'est 1957. Donc c'est il y a très peu de temps. Les blessures de la colonisation sont très fortes. Néanmoins, le vivre ensemble, pour reprendre l'expression qui est utilisée localement, a fait du chemin. Et l'idée d'indépendance, avec ce qu'elle peut charrier de violence, de séparatisme, je pense que c'est une idée qui est minoritaire aujourd'hui. Maintenant, quand vous êtes un jeune, que vous avez grandi sans beaucoup de perspectives, que vous voyez autour de vous que ceux qui sortent du système scolaire sans diplôme, ce sont les Kanaks, que 95% des détenus dans la prison, ce sont des Kanaks, vous avez forcément un sentiment de revanche au fond de vous. Et c'est ce sentiment qu'il faut circonscrire, en tout cas qu'il faut essayer d'accompagner pour éviter effectivement les débordements. Avec les accords de Matignon, déjà de Michel Rocard, puis ceux de Nouméa en 98, il y a eu une politique de rééquilibrage qui a été mise en place. On dit il y a eu des avancées, mais rééquilibrage pour associer la population kanak justement à l'exercice du pouvoir et aux activités économiques de l'île. On dit que c'est imparfait. En quoi est-ce que ça a permis de réduire les écarts et en quoi c'est imparfait? Alors, on va prendre le positif, c'est colossal ce qui a été fait. En termes d'infrastructure, en termes effectivement de partage du pouvoir politique, en termes de transferts financiers qui ont permis de développer les provinces des îles et la province du Nord, qui sont là où on retrouve les majorités indépendantistes. On a fait franchir d'un bond, on a permis à ces gens-là d'accéder à une civilisation qui était circonscrite à Nouméa, qui était réservée aux Blancs. On a formé des cadres, on a ouvert sur l'avenir. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ?
non, évidemment, il suffit de se promener là-bas. Je crois que vous l'avez fait d'ailleurs, donc vous avez pu le constater. Mais il faut aussi ramener ça à une échelle de temps. 30 ans, ça n'est pas beaucoup pour rattraper une situation qui était une situation coloniale, avec des gens qui étaient, dont la vie était régie par ce qu'on appelait à l'époque le code de l'indigénat, qui n'avaient pas le droit d'aller au restaurant à Nouméa parce qu'ils étaient noirs, qui n'avaient pas le droit de monter des entreprises, enfin en gros, qui n'avaient pas le droit de faire grand-chose. Ça a changé. En quoi est-ce que la Nouvelle-Calédonie est une zone importante pour la France dans la zone Pacifique? Et on l'entendait dans le reportage, la menace chinoise. Est-ce que ça, c'est une réalité? Alors, pour répondre à la première partie de votre question, la Nouvelle-Calédonie, c'est une façade maritime immense. Hein. C'est une manière pour la France d'exister dans le continent, sur la zone Asie-Pacifique, qui est la zone du 21e siècle. En tout cas, c'est comme cela que l'a défini Emmanuel Macron. C'est la zone où se jouent aujourd'hui les équilibres stratégiques, les équilibres financiers, les équilibres économiques. Donc c'est un enjeu majeur. Et effectivement, il y a un certain nombre de prédateurs dans la région. Auparavant, c'était plutôt l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine fait très peur. La Chine a pris pied au Vanuatu, qui sont les anciennes Nouvelles-Hébrides, qui est un territoire qui est situé au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Et comment dirais-je, ça n'est pas une arrivée qui se fait en douceur. En quelques mots, qu'est-ce que la Nouvelle-Calédonie a de français et qu'est-ce qu'elle a de pas tout à fait français? Vous qui avez vécu 8 ans là-bas. Oui, alors qu'est-ce qu'elle a de français? Elle a une tradition, elle a probablement des gens aussi râleurs qu'en métropole, elle a des attraits indéniables avec ce mix culturel entre ce que la France a pu apporter et ce que la Mélanésie, elle, a su conserver malgré le sort qui a été réservé aux populations kanaks. Après, elle s'est développée, je dirais, de manière exogène, à côté de la France, en bénéficiant d'un certain nombre de choses venant de France et en même temps en développant son identité océanienne. Je rappelle que la population calédonienne, elle est constituée également de Vietnamiens, de Tahitiens, d'Indonésiens, de Wallisiens, de toutes ces communautés qui sont venues s'agréger et qui font aujourd'hui ce peuple multicolore.